Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.3 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici du mouvement d'une particule chargée sous l'effet de d'autres particules chargées. Alors ici, on veut analyser le mouvement d'une particule chargée sous l'effet des autres particules chargées en utilisant différentes méthodes. Donc tout d'abord, on va vouloir utiliser la notation de potentiel, le principe de conservation d'énergie et le principe de conservation de la quantité de mouvement. Ces deux derniers points-là, vous les avez vus dans le cours de mécanique, qui était votre premier cours de physique du cégep. Donc, on va revenir sur ces concepts-là rapidement et on va les appliquer sur notre nouvelle notion qui est finalement les énergies potentielles électriques. Alors, petit retour sur ce qu'on a vu à la section 1.14. On avait vu que entre deux plaques, deux pipiucs, il y avait un champ électrique uniforme et quand on avait une particule chargée qui subissait un champ électrique uniforme, ben, on pouvait dire il va donc subir une accélération uniforme, donc on pouvait appliquer les équations du MUA, qui veut dire mouvement uniformément accéléré. Hein? Donc, vous les reconnaissez ici. Mais ça, je vous avais dit, c'est vrai, si et seulement si, votre champ électrique est constant. Qu'est-ce qui se passe si le champ électrique n'est pas constant? Bien là, on ne pourra pas utiliser les équations du MUA, et donc ça va nous prendre une autre méthode, et c'est là que notre section 2.3 arrive en ligne de compte. Donc, si on a un champ électrique non uniforme, soit généré par une particule ou par une tige, comme on a vu là à la section du chapitre 1, ben, on peut quand même prédire le mouvement des particules, mais là, il va falloir utiliser la conservation d'énergie, que vous reconnaissez ici. Donc, somme des énergies cinétiques initiales plus somme des énergies potentielles finales égale à somme des énergies cinétiques initiales plus les U initiaux plus les travaux non conservatifs. Donc, énergie cinétique, vous savez ce que c'est, on l'a déjà vu. L'énergie potentielle électrique, c'est QV. On l'avait vu sous une autre forme, en fait. Là. Section 2.1, on avait vu que le potentiel V, c'est égal à U sur Q. Ben, comprenez qu'on a juste isolé U ici. Okay? WNC, c'est le travail non conservatif. D'habitude, ça va être présent quand il y a une force externe qui rajoute ou qui enlève de l'énergie dans le système. Donc, travail non conservatif, vous l'avez vu surtout en mécanique quand il y avait du frottement, par exemple. Oui, important ici, remarquez que c'est somme des énergies cinétiques. Ça veut dire que dans certaines situations, certains exercices, vous allez avoir possiblement plusieurs particules en mouvement. Et donc, la règle, c'est qu'il va falloir additionner un terme d'énergie cinétique par particule en mouvement. Quantité de mouvement que vous avez vu en mécanique, c'était P, et c'est vectoriel cette affaire-là, parce qu'on a la notion ici. La quantité de mouvement, c'est la masse fois le vecteur vitesse. Donc, puisque le vecteur vitesse est un vecteur, bien, nécessairement, il faut être conséquent, et donc, la quantité de mouvement va, elle aussi, être un vecteur. On avait aussi vu en mécanique la conservation de la quantité de mouvement, qui disait tout simplement que la somme des quantités de mouvement finales doit être égale à la somme des quantités de mouvement initiales. Petit rappel, on les utilisait surtout là, en mécanique quand il y avait des collisions. Souvenez peut-être de ça, là, collision élastique, inélastique, parfaitement inélastique. C'est là qu'on les utilisait, mais on va pouvoir quand même, nous, les utiliser dans certaines situations, notamment quand on va avoir des forces électriques qui vont s'appliquer d'une particule sur une autre. On va voir que parfois on peut appliquer la conservation d'énergie, parfois on peut appliquer la conservation de quantité de mouvement. Bien, techniquement, on peut toujours appliquer les deux. C'est juste que selon le problème qu'on doit résoudre, bien, parfois, ça va être plus efficace de passer par la quantité de mouvement, mais d'autres fois, il faudra passer plutôt par la conservation d'énergie. Alors, côté théorie, c'est niaiseux, mais c'est tout. Il n'y a rien de vraiment nouveau dans cette section-là. C'est surtout de faire un retour sur ce que vous avez déjà vu en mécanique et apprendre à l'appliquer dans des exemples d'électromagnétisme. Donc, on va faire quelques exemples. On va en faire deux, là, tirés du livre directement. Donc, exercice 2.3.7. Sur l'axe X, une particule A de charge 5 microcoulombs est fixée à l'origine et une particule B de charge moins 8 microcoulombs est fixée à X égale à 4 mètres. La particule C a une masse de 700 mg et une charge de moins 1 microcoulomb.
On la place en x égale à 2 mètres et on lui donne une vitesse de 15 mètres par seconde vers la droite. Déterminer le module de sa vitesse lorsqu'elle se trouve en x égale à 3 mètres. Alors, faisons un petit schéma, c'est toujours pratique. Donc, je répète, la particule A et la particule B sont fixes. Elles ne bougeront pas. On peut supposer qu'elles sont maintenues sur place, soit par quelqu'un qui les tient là, soit par un outil quelconque là, qui les empêche de bouger. Donc, il y a seulement la particule C qui est ici initialement, qui, elle, bouge. Parce qu'on dit, on la lance vers la droite avec une vitesse de 15 mètres par seconde. Initialement, elle est placée ici, exactement à mi-chemin, comme on peut voir avec les flèches vertes, là, exactement à mi-chemin entre les deux particules. On le lance vers la droite, puis éventuellement, la particule C va arriver ici, à la position finale. Quand elle va être rendue ici, elle sera à 3 mètres de la particule A, puis elle sera à 1 mètre de la particule B. Et donc, la question, c'est finalement, quand elle va être rendue ici, à 1 mètre de la B, quelle va être sa nouvelle vitesse? J'en profite pour juste qu'on se pose une question, là, avant d'aller faire des calculs. Là. Juste comprendre la situation en général. La vitesse initiale, c'est 15 mètres par seconde vers la droite. Est-ce que je m'attends à trouver une vitesse finale ici plus grande ou plus petite que 15 mètres par seconde? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. En fait, je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous voulez l'essayer par vous-même. Puis ensuite, nous, on va faire la solution ensemble. Alors, notre réponse ici, est-ce que la vitesse sera plus grande ou plus petite? C'est plus petit. Obligatoirement plus petit. Puis là, j'ai répondu à ça sans aucun calcul. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est de comprendre que ma particule C, elle est négative. Hein, on le dit ici, particule C est négative. La A est positive et la B est négative. Donc, comprenez que la particule C est de même signe que la B. Donc, la C se fait repousser par la B, si vous voulez. Tandis que la A est de signe opposé à la C. Fait que la A attire la C vers elle. Fait qu'on a deux particules, A et B, qui toutes les deux poussent sur la particule A vers la gauche. Hein, la A... pardon, j'ai dit sur la A, je voulais dire sur la C. Donc, la particule A tire sur la C vers la gauche, en même temps que la B pousse sur la C vers la gauche. Fait que, étant donné que mes forces totales qui agissent sur la particule C est orientée vers la gauche, je m'attends à ce que la particule C subisse une accélération vers la gauche, mais puisque je l'ai lancée vers la droite, sa vitesse est de signe contraire de son accélération, donc c'est une particule qui ralentit. Naturellement, la C veut aller vers la A. Fait que ça veut dire que ça va ralentir. Okay? Fait que je m'attends à ce que la vitesse que je trouve à CF soit plus petite que 15 mètres par seconde. Si je ne trouve pas ça, je saurai que j'ai fait un erreur. OK. Comment on va faire le problème ici? Étant donné qu'on connaît chacune des charges de mes particules, je connais la vitesse de chacune des particules. Hein, évidemment, A et B, là, ça ne bouge pas. On a dit c'est fixe, fait qu'ils n'ont pas de vitesse. Je connais la vitesse initiale de la particule C, puis je cherche la vitesse finale de la particule C. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est d'utiliser la conservation d'énergie. Je n'aurai pas besoin d'utiliser la conservation de quantité de mouvement, tout simplement parce que je peux m'en tirer très bien avec conservation d'énergie. Donc, j'ai l'équation ici. Donc là, souvenez-vous, il faut que je mette un terme d'énergie cinétique par particule qui bouge. Fait que dans notre situation, je vous ai expliqué, particules A et B ne bougent pas, elles sont fixes. Fait que vous voyez que j'ai seulement un terme pour la particule C. Donc, énergie cinétique finale pour C. Et du côté initial, même logique, là, j'ai un terme pour l'énergie cinétique initiale C. Après ça, les énergies potentielles électriques. Ça, on l'a fait à la section précédente, juste avant. Hein? Donc ça, on va avoir une énergie potentielle électrique par paire de particules. Ici, j'ai 3 particules, A, B et C. Donc, je vais avoir 3 paires possibles. J'ai la paire A et B, la paire A et C et la paire B et C. Ça, c'est du côté final. Eh bien, je vais avoir la même chose du côté initial. Puis finalement, j'ai mon travail non conservatif, mais ici, il n'y a pas de force extérieure.
On nous parle aucunement dans le problème de frottement ou de quelqu'un qui tire avec une corde. Fait qu'on ne peut que supposer ici qu'il n'y en a pas. Fait qu'on l'a mis à 0. Prochaine étape. Bon, ça je vous l'ai expliqué, là, une seule particule en mouvement, donc un seul terme de cas. La prochaine étape, c'est de réaliser que le terme ici, énergie potentielle électrique de A et B, final, va venir annuler le côté initial parce qu'il est équivalent. Souvenez-vous que, tiens, on le fait ici un peu plus loin. Là. Souvenez-vous que l'énergie potentielle électrique, c'est égal à K, Q la première particule, Q la deuxième particule, divisé par R. Ce qui arrive, c'est que la distance entre A et B ne change pas. Hein, si je reviens à ce que j'ai dit ici, A et B sont fixes. Fait que la distance de A et B, c'est la même du côté initial que du côté final. Donc, ça veut dire que si je calcule U initial pour la paire A et B, ça va me donner exactement le même résultat que le U final pour A et B. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'ici, je peux juste les annuler, je les enlève, ça va me simplifier la vie. Les autres paires, par contre, ça va falloir que je les calcule parce que du côté final et du côté initial, les distances ne seront pas les mêmes. Hein, du côté initial, la distance de C à A, c'est 2 mètres. La distance de C à B, c'est aussi 2 mètres. Mais du côté final, chacune de ces deux distances-là a changé. Entre C et B, c'est rendu 1 mètre. Entre C et A, c'est rendu 3 mètres. C'est pour ça que ça ne s'est pas annulé, là, ces deux-là, du côté final et initial. Bon. Prochaine étape, vous l'avez vu, on peut tout simplement remplacer, on fait l'algèbre. Donc, énergie cinétique, c'est une demi-masse de la particule fois la vitesse au carré. Les énergies potentielles électriques, c'est K, Q la première charge fois Q de la deuxième charge. Pas de valeur absolue, on n'oublie pas, divisé par la distance entre les deux particules. Bon, même chose du côté initial, vous avez l'équation ici. Prochaine étape, c'est de remplacer les valeurs. Là, je passe vite un petit peu parce qu'on s'entend, c'est de l'algèbre le rendu là. On a mis d'un côté vitesse finale C. Dans le fond, ça ici, ce terme-là, on est venu l'isoler. On a envoyé tout le reste de l'autre côté. Ça donne ce gros truc-là. Encore une fois, je passe vite parce qu'on s'entend là, ça. On mélange la poutine ici. Là. On fait juste l'algèbre, on remplace les valeurs, on isole. Et voilà. 10 mètres par seconde. Et ça confirme ce qu'on avait dit tantôt. Avant de faire les calculs, on avait dit je m'attends à avoir une vitesse finale plus petite que 15. Ben, effectivement, c'est ce qu'on a obtenu. Fait que c'est une façon quand même de faire une certaine vérification que mon raisonnement était bon. Là. Ça fonctionne. Voilà. OK, exemple 2. Là, ici, dans cet exemple-là, on va vouloir plutôt utiliser la conservation de la quantité de mouvement. Puis je vais vous expliquer, là, après avoir lu l'énoncé, pourquoi on veut utiliser la quantité de mouvement plutôt que la conservation d'énergie. Quoi qu'on va utiliser un peu des deux, en fait, ici. Là. Donc, je ne veux pas parler trop vite. Alors, allons-y. Dans l'espace, un noyau de plutonium-238 qui contient 94 protons et 144 neutrons se désintègre. Les produits sont un noyau 234 d'uranium, donc ça contient 92 protons et 142 neutrons, et une particule alpha. Immédiatement après la désintégration, le noyau d'uranium et la particule alpha ont une vitesse négligeable et ils sont à 10 à la moins 14 mètres l'un de l'autre. En raison de la répulsion électrique, ils se repoussent l'un l'autre et acquièrent rapidement de la vitesse. OK. Première chose importante à mentionner, c'est quoi une particule alpha? Je suis un peu surpris qu'il ne l'ait pas mis dans l'énoncé, honnêtement, mais une particule alpha, c'est un synonyme historique, on va dire ça comme ça. C'est un synonyme historique pour faire référence à un noyau d'hélium. Okay? Donc ça, c'est de l'hélium. L'hélium, ça contient 2 protons et 2 neutrons dans le noyau. Okay? Pourquoi ça s'appelle comme ça, là? Petite anecdote, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, quand il y avait de la désintégration d'uranium, notamment, là, il y avait une particule qui était émise, qui se séparait, puis on ne savait pas c'était quoi. Fait qu'au début, on faisait juste l'appeler particule alpha, puis on disait, ben ça, c'est de la désintégration alpha, fait qu'on va appeler la particule qui est séparée, on va l'appeler la particule alpha. C'est resté de même pendant de nombreuses années, jusqu'à temps qu'on se rende compte que la particule alpha, ben, c'était juste de l'hélium, en fait.
Fait que depuis ce temps-là, ben, particule alpha, ça signifie hélium. Le surnom est resté, là, même si techniquement, ça ne sert plus vraiment à grand-chose de l'appeler la particule alpha. Bon, bref, fin de l'anecdote historique. Maintenant, de retour à notre problème. À l'instant où le noyau d'uranium se déplace à 40 km par seconde, quel est le module de la vitesse de la particule alpha? Pour cette première sous-question, la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser la conservation de l'énergie, c'est que je ne connais pas c'est quoi la distance finale. Vous voyez, on dit à l'instant où le noyau d'uranium se déplace à 40 km par seconde, donc on nous donne une vitesse, puis on cherche la vitesse de l'autre particule. Mais on ne sait pas, rendu ici, c'est quoi la distance qui sépare chacune des deux particules. Fait que si je ne connais pas la distance, ça veut dire que je ne serai jamais capable de trouver l'énergie potentielle électrique entre les deux particules. Donc, je ne pourrai pas faire une équation de conservation de l'énergie. Fait que ce que je vais faire plutôt, c'est d'utiliser la conservation de la quantité de mouvement, qui est. Ça a peut-être l'air compliqué cette affaire-là, mais honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. C'est même plus simple que la conservation de l'énergie dans ce cas-ci. Donc, côté quantité de mouvement initiale, hein, c'est masse fois vitesse initiale, puis un peu comme l'énergie cinétique, là, ici, il faut mettre un terme par particule qui se déplace. Du côté initial, on dit immédiatement après la désintégration, le noyau d'uranium et la particule alpha ont une vitesse négligeable. Fait que ça, c'est le initial. OK? Donc, au tout début, là, tout de suite après la désintégration, on suppose que les deux particules désintégrées sont proches l'une de l'autre, donc à une distance de 10 à la moins 14 l'une de l'autre, et qui ont une vitesse négligeable. Fait que c'est pour ça que du côté initial, on a dit, bon, ben, pas de vitesse initiale. Fait que la quantité de mouvement totale initiale égale à 0. Après ça, on laisse le temps passer un petit peu, mais puisque le noyau d'uranium et la particule alpha sont toutes les deux globalement positives, parce que c'est des noyaux, là, hein, ils n'ont plus d'électrons, donc ce n'est pas des atomes neutres, c'est juste les noyaux. Les noyaux, c'est positif, ça veut dire que le noyau d'uranium et la particule alpha vont se repousser. Donc c'est pour ça que si tu laisses quelques temps passer, ben, le noyau d'uranium va se mettre à se déplacer dans une direction, mettons vers la gauche, et en réaction, ben, la particule alpha va se mettre à se déplacer vers la droite. Donc, ils vont s'éloigner. Fait qu'on va utiliser ça ici pour trouver la vitesse finale de la particule alpha. Alors, du côté final, on a deux particules qui se déplacent. La particule alpha qui a une quantité de mouvement m alpha fois vitesse alpha, et une quantité de mouvement pour l'uranium. Donc, masse d'uranium fois vitesse d'uranium. J'en envoie une des deux de l'autre côté, fait que j'en ai une positive, elle négative. Remarquez que pour le moment, j'ai le vecteur, j'ai la flèche par-dessus chacune des deux vitesses, mais étant donné ici que je fais un problème en une dimension, je peux m'imaginer que j'ai un axe X vers la droite. Ça fait que je vais facilement pouvoir laisser tomber le vecteur, tout simplement parce que tout se passe là, le long de la même direction, le long de la même axe X. Fait que je peux en même temps laisser tomber le signe négatif parce que le signe négatif signifiait seulement que la vitesse de l'un était à contresens de la vitesse de l'autre. Fait que ça me simplifie la vie pas mal. Ça fait essentiellement que la grandeur de la quantité de mouvement de la particule alpha doit être égale à la grandeur de la quantité de mouvement de la particule d'uranium. Et je remplace. La particule alpha, je vous avais dit, c'est un noyau d'hélium. L'hélium contient 2 protons, 2 neutrons. Donc, la masse globale de tout ça, on peut l'approximer comme étant 4 protons, hein, parce que un proton puis un neutron, à 3 chiffres significatifs, ça a pas mal la même masse. Donc, 4 protons pour la masse. Pour l'uranium, je reviens un peu en arrière, l'uranium, c'est de l'uranium 234. Ça a 92 protons et 142 neutrons, mais pour la même raison, je peux considérer que le proton et les neutrons ont à peu près la même masse. Fait que je prends juste le chiffre ici, là, 234. Donc, 234 fois la masse d'un proton. J'isole vitesse de la particule alpha ici. Puis, il va me rester à remplacer la masse... la masse du proton, je n'ai pas besoin de la remplacer parce qu'on peut venir l'annuler ici.
Fait qu'il me reste juste 58,5 fois la vitesse du noyau d'uranium. Puis on avait dit, dans le fond, la question, c'est lorsque le noyau d'uranium se déplace à 40 km par seconde, donc je remplace la vitesse par 40 km/s, ça donne comme réponse 2340 km/s comme vitesse finale pour le noyau de la particule alpha. Voilà. L'équivalent en mètres par seconde ferait ça ici, 2,34 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Très bien. Revenons à la question B. Quel est le module de la vitesse du noyau d'uranium lorsqu'il se trouve à 10 à la moins 13 mètres de la particule alpha? Là, voyez-vous, on nous donne la distance entre les deux particules. Donc, si je connais la distance finale entre les deux particules et que je connais la distance initiale entre les deux particules, bien là, soudainement, je vais pouvoir appliquer la conservation d'énergie. Donc, pour le B, c'est ça qu'on va faire. Donc, on reconnaît conservation d'énergie ici. Comme tantôt, je n'aurai pas de travail non conservatif. Du côté initial, je n'aurai pas non plus d'énergie cinétique parce qu'on avait dit qu'immédiatement après la désintégration, les deux noyaux sont relativement proches l'un de l'autre, mais ils sont essentiellement au repos. Fait qu'il n'y en a pas de cas initial. Par contre, il va y avoir énergie cinétique finale et énergie potentielle électrique finale. Donc, énergie potentielle électrique, c'est K, Q de alpha, Q de uranium, divisé par la distance initiale entre les deux noyaux. Les énergies cinétiques, ben, après les quelques millisecondes que ça va durer, ben, les deux particules vont se déplacer dans chacune de leurs directions. Donc, la particule alpha va avoir une énergie cinétique égale à une demi-masse alpha, vitesse finale d'alpha. Et la particule d'uranium, ben, même chose, mais avec masse d'uranium puis vitesse finale d'uranium. L'énergie potentielle électrique finale, ben, j'utilise encore une fois l'équation que vous connaissez, K, Q alpha, Q uranium, divisé par la distance finale entre les deux particules. Prochaine étape, ben, on remplace. La charge de la particule alpha, là, on fait attention, il faut utiliser seulement le nombre de protons. Particule alpha, je répète, c'est de l'hélium. Ça contient 2 protons, 2 neutrons. Donc ici, j'ai 2 protons, fait que la charge, c'est 2 fois la charge élémentaire. L'uranium, c'était de l'uranium 234, mais n'oublions pas que dans 234, il y a seulement 92 protons. Le reste, c'est des neutrons. Donc, ben, la charge, dans ce cas-ci, ça va être 92 fois la charge élémentaire. La distance initiale entre les deux particules, c'était 10 à la moins 14. Ici, la masse de la particule alpha, ben là, pour une masse totale, j'ai besoin de la masse des neutrons. Fait que c'est 4 masses protons, parce que là, on compte protons et les neutrons. Vitesse finale, on sait que la vitesse finale de la particule alpha doit être égale à 58,5 fois la vitesse finale de la particule d'uranium. Comment ça se fait? Ben, on l'a trouvé ici, en A. Fait que nécessairement, je peux le réutiliser, parce que ça, c'est encore vrai, là. OK? Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple où est-ce qu'on a à la fois une conservation de la quantité de mouvement et à la fois une conservation de l'énergie. Fait que je le remplace ici. Pourquoi je le remplace ici? Ben, c'est parce que sinon, j'aurais eu trop d'inconnus. Hein? Je ne connais pas la vitesse finale ni de la particule alpha, ni de la particule d'uranium. Donc, il faut que je trouve une façon d'avoir un seul inconnu à la fois. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Ensuite, masse de l'uranium. Là, encore une fois, on prend tous les neutrons, tous les protons, parce que ça contribue à la masse. Donc, c'est 234 fois la masse du proton. Vitesse finale de l'uranium, on la laisse comme ça, élevée au carré. Les charges Q alpha, Q uranium final, c'est la même chose. Tout ce qui a changé ici, c'est la distance R finale, là, qui est 10 à la moins 13. Bon, donc vous voyez, on remplace les valeurs. Tout ce qui va me rester comme inconnu, c'est vitesse finale uranium. Donc, on manipule l'algèbre, on arrive ici à trouver vitesse finale de l'uranium, 5,73 fois 10 à la 5 mètres par seconde.